Alors, j'invite M. Dardan Isoufi, chef d'orchestre opérationnel. Vous avez un très beau titre, mon cher monsieur, du groupe EVA. Alors, merci d'être avec nous. Bienvenue à cette commission. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Je pense que vous n'avez pas déposé de mémoire. C'est ça, c'est exact? En fait, on va en déposer un, mais la vie fait en sorte qu'on est en retard. Parfait. Alors, quand même, j'imagine que vous connaissez bien votre matière. Je l'espère. Allez-y. Madame la Présidente, membres de la députation, distingués citoyens, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me présente à vous aujourd'hui afin d'aller au-delà de la pensée, à prendre part à l'esprit de réflexion de cette commission. Penser, du latin penseur, consiste à peser des arguments de manière unidimensionnelle. Cet exercice doit incessamment s'accompagner de la réflexion, du latin réflectaire, consistant à faire courber les arguments, à les moduler à maintes reprises, soit de les appréhender de différentes perspectives. Alors, allons-y, Madame la Présidente. Je me présente, Dardan Isoufi, 22 ans d'expérience comme être humain et maintenant chef d'orchestre opérationnel chez EVA. Mais qu'est-ce EVA, vous entends chuchoter? Eh bien, EVA est une application coopérative de covoiturage commercial basée sur la chaîne de blocs ou alors la blockchain entre chevrons français. Autrement dit, EVA connecte les membres passagers et conducteurs autour d'une gestion coopérative en démocratisant celle-ci et en mutualisant les ressources. Le tout s'assoit bien évidemment sur une technologie immuable et assurant une sécurité complète des données personnelles, tout en donnant accès à tous aux données d'intérêt public. C'est bien pour cette raison que je me dévoile à vous aujourd'hui pour réfléchir ensemble de manière ouverte sur le projet de loi 17, dont l'audace et l'agilité caractérisent sa forme. Par votre truchement, Madame la Présidente, je tiens à saluer l'intention du ministre des Transports du Québec et son équipe pour cette avancée innovatrice et inclusive qui est un gage d'espoir pour plus de transparence et d'alternatives en mobilité. Dans le contexte actuel où les applications d'économie collaborative se multiplient et bousculent des industries vieilles de des décennies, sinon des siècles, il est indispensable d'agir maintenant, sans quoi il sera trop tard. Comme le reconnaît le rapport du groupe de travail sur l'économie collaborative ci-après JTEC, il faut mieux comprendre l'économie collaborative afin de mieux l'encadrer, or encadrer pour mieux permettre. L'optimisation de la mobilité doit s'accompagner de la participation de l'État, du privé et des citoyens. Ce triangle est indissociable. Le dogme de l'auto-solo est une nuisance du point de vue économique, mais également écologique. Chaque jour, au Québec, ce sont plus de 25 millions de sièges vides de voitures inoccupées qui sont en mouvement, dont 15 millions seulement dans la région métropolitaine. Il s'agit là d'une extraordinaire capacité de mobilité excédentaire, et ce, à travers la province. Le covoiturage commercial, comme on l'appelle, lorsqu'encadré justement et optimisé, permet de déconstruire ce dictat imposé. Toutefois, les applications sont en vain si elles ne sont pas complémentaires à d'autres options et alternatives. Les applications de covoiturage commercial, en effet, ne sont qu'un morceau du casse-tête. Dans le contexte actuel, il est naïf de croire qu'une seule alternative peut répondre à la pléiade des besoins. Et cela va de soi pour les services de taxi qui, actuellement, ont le marché partout sur la province. La diversification des services va également bénéficier aux régions. Prenons un exemple banal, la région de Baie-Saint-Paul, qui est une magnifique région, soit dit en passant, qui accueille chaque année un festival de musique avec des milliers de visiteurs et qui n'ont que sur leur territoire que quelques taxis pour répondre aux besoins qui sont criants. Qu'est-ce que font les visiteurs du festival? Eh bien, ils y vont avec leur propre véhicule, faute d'avoir d'autres alternatives. On pourrait penser à construire un système d'autobus, mais ce serait très coûteux pour ces systèmes-là d'opérer en dehors des jours du festival. Comme l'atteste le rapport du GTEC, afin que le covoiturage commercial puisse agir comme vecteur de mobilité réelle, ce dernier doit être favorisé selon des balises distinctes et équitables. Mais équitable ne veut pas dire égal pour tous. Je donne par exemple un exemple qui semble absent du projet de loi, mais qui peut très bien être ajouté par la suite avec une légère modification. Parlons de la course partagée entre plusieurs usagers. La course partagée consiste à embarquer plusieurs usagers sur un trajet donné vers une destination similaire, avec le consentement des passagers, bien évidemment.
Ce scénario peut sembler idyllique, mais il est pourtant bien implanté dans plusieurs villes américaines. Les courses partagées, c'est en fait le modèle qui allie le covoiturage traditionnel et le covoiturage commercial. Il en résulte moins de trafic, moins de pollution, de meilleurs prix pour les usagers et puis plus de revenus pour les chauffeurs. En fait, tout le monde est content. Actuellement, les courses partagées au Québec sont quasi inexistantes. Pourtant, c'est assurément la manière la plus écologique et économique de se déplacer. La tarification déterminée par le kilométrage parcouru et les minutes d'attente fait en sorte qu'on peut difficilement moduler les tarifs lorsqu'on veut embarquer plusieurs passagers sur une course donnée. Or, pour faire du partage de course, le prix doit être énoncé à l'avance à l'usager pour que ce dernier consente à embarquer un autre passager. Lorsque l'algorithme établit qu'il serait financièrement avantageux pour les deux usagers de se connecter, il propose de baisser les tarifs et puis d'unir ces deux peut-être futurs prochains amis. Or, voici la coquille manquante dans le projet de loi et dont j'espère vous allez être attentif à celle-ci. Le modèle de redevance préconisé est attribué à la course par un montant fixe. Ceci écrit, la redevance que l'usager paye devrait être définie selon l'utilisation. Par exemple, si l'usager voyage seul, il débourse 90 centimes par course. S'il accepte de voyager avec d'autres usagers en course partagée, le tout pourrait, par exemple, diminuer à 30 centimes la course. Cela vient alors agir comme un incitatif pour optimiser l'utilisation complète du véhicule. L'avenir de la mobilité passe par la multiplicité des alternatives pour les citoyens, car aux nombreux problèmes, il n'existe pas une solution unique. Bien au contraire, les solutions se développent continuellement. Je n'ai pas la prétention de prétendre que Eva est la solution ultime, quoique j'estime énormément Eva, mais on peut, par exemple, devenir un commun rassemblant le covoiturage commercial et les services de taxi. L'idée, par exemple, sur le long terme avec Eva, pourrait être que l'usager ait l'ultime choix. Par exemple, si l'usager accepte de débourser un tarif supérieur afin d'éviter le temps d'attente, l'usager pourrait sélectionner un taxi à proximité. Or, à l'inverse, si l'usager préfère attendre pour économiser des sous, alors il peut sélectionner l'offre du covoiturage commercial. Comme itéré dans le passé, je suis sincèrement persuadé, Madame la Présidente, que les deux offres ne sont pas mutuellement exclusives et pense qu'au lieu de se leurrer avec le statu quo actuel, il faut s'allier tout en se confrontant. Après tout, comme l'a écrit Dan Millman, le secret du changement consiste à se concentrer sur son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Pour clore cette réflexion, dont j'espère pouvoir allonger avec vous par la suite, je vous laisse sur une candide observation. Cet après-midi, en me dirigeant vers l'hôtel du Parlement, j'étais contemplatif quant à la mise en œuvre du nouveau pavillon d'accueil. Très beau, par ailleurs. Cette réalisation, qui relève d'un équilibre contorsionniste sans équivoque, se consolide dans la continuité de la pensée de l'architecte Eugène-Étienne Taché, visant à démocratiser l'accès à l'immeuble de la population. Or, il va de soi qu'en 1884, le pavillon d'accueil n'était pas conçu pour le flux des quelques centaines de milles de visiteurs annuels. Il a donc fallu déterminer l'enjeu, réfléchir aux solutions et maintenant agir. Creusée à même le sol qui a soutenu les premières pierres de la démocratie québécoise, cette nouvelle fondation blindée d'histoire intègre sa touche de modernisme au style architectural du Second Empire, tout en intégrant une ouverture, un espace vitré pour les nouveaux visiteurs. Cet apport constitue l'exemple parfait de ce qu'est une transition pour assurer un développement durable de cette maison de la démocratie. À l'instar de cet agrandissement, le projet de loi vient solidifier les fondations de la mobilité en ouvrant la porte à l'innovation. Avec la démocratisation des véhicules autonomes dans les prochaines années, nous devons nous positionner comme chef de file au Québec dans le domaine et générer notre innovation ici, sans quoi, Madame la Présidente, nous allons être voués à subir l'innovation de l'extérieur. À l'ère des changements qui nous bousculent, comme la crise climatique actuelle, il nous faut partager nos réflexions, comme nous le faisons aujourd'hui, puis à unir nos actions afin de favoriser la mobilité durable, équitable. Seuls, nous allons certes plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le chef d'orchestre opérationnel, bienvenue. Je vais juste profiter amicalement et respectueusement pour ceux qui nous écoutent de faire taire une certaine rumeur dans l'industrie où vous étiez, vous ou votre partenaire, un membre de ma famille. Alors, je vous confirme à tous que ce n'est pas le cas. Maintenant, débutons. Vous avez décidé un jour d'être un acteur et un joueur important
dans l'échiquier québécois du transport rémunéré de personnes, où tout le monde nous dit « il y a les gros, ils sont imbattables ». C'est gros pour ne pas les nommer. Où l'industrie du taxi nous dit « c'est impossible d'opérer dans un régime où tout le monde est égal ». Vous vous êtes dit un jour, voilà 3 ans, ou à peu près, vous vous êtes dit « nous, on va être un joueur ». Pourquoi le modèle d'Eva au Québec fonctionnerait? Quel sera le modèle d'affaires différent que Eva va mettre en place pour amener une réflexion différente, amener les Québécois à se dire « votre application, votre modèle à vous, il est meilleur que les autres ». C'est une excellente question. En fait, je vais répondre à cette question-là en faisant une analogie à l'épicerie, en fait. Lorsqu'on va à l'épicerie, bien des Québécoises et des Québécois décident d'acheter les fraises du Québec durant la saison. Pourtant, parfois, elles sont même plus chères que les fraises importées de Californie ou du Mexique. Alors, pourquoi faisons-nous ce choix-là? Il y en a qui le font pour des raisons de santé. D'autres le font pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire d'encourager l'économie locale. Avec Eva, ce qu'on propose, c'est non seulement une application qui connecte les gens, mais c'est un mode de vie coopératif dans lequel on redistribue les richesses à ceux qui participent. C'est une gouvernance qui inclut et les passagers et les conducteurs, ce qui n'est pas le cas dans les coopératives traditionnelles de transport. Donc, nous, c'est un schéma de valeur qu'on donne aux utilisateurs, aux consommateurs, et on leur propose de participer à la construction de la mobilité avec nous. Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, la mobilité est en constante évolution et le sera encore pour les prochaines années. Donc, ce qu'on propose, c'est de localiser l'économie de la mobilité, de démocratiser la gestion de la mobilité, puis, ultimement, c'est d'assurer que le tout se fasse de manière juste, équitable et transparente au sein de notre écosystème. Un élément que j'aimerais aborder, c'est parfois ce discours un peu passif qui dit « on ne peut rien faire. Il y a des grands joueurs et c'est la fin ». Pourtant, Facebook a été créé après MySpace. Pourtant, la Toyota a été créée après Mercedes et pourtant, ils ont d'excellents chiffres de vente. Donc, c'est le propre de l'économie, c'est-à-dire on innove et ensuite on offre un meilleur produit aux consommateurs. Mais comme je l'ai mentionné, c'est bien d'avoir une pluralité d'offres dans cet écosystème-là. Pourquoi un chauffeur irait chez vous versus la compétition? En fait, la raison pourquoi on a un taux d'inscription excessivement élevé de membres conducteurs, c'est d'abord parce qu'on prend une cote inférieure à la concurrence traditionnelle. Donc, on soutire 15 %. La coopérative peut décider, donc le conducteur et les passagers et les autres membres décident de ces technicalités-là. Mais c'est surtout aussi parce que le conducteur n'est pas un simple travailleur autonome. Certes, il l'est, mais il est également membre de la coopérative et il peut participer au processus décisionnel, il peut apporter des idées, il peut innover à l'intérieur même de l'écosystème. Et ça, c'est excessivement valorisant. Et je pense que pour toutes les professions, incluant celles chauffeur de taxi ou chauffeur d'application de covoiturage commercial, c'est une force de pouvoir avoir une parole et d'être écouté où l'on œuvre. Est-ce que le taxi, l'industrie du taxi, comme on la connaît, peut être un partenaire ou vous voyez ça comme un adversaire? En fait, je suis persuadé, Madame la Présidente, par votre truchement, que les services de taxi sont là pour rester en raison de la pléiade de services qu'ils offrent que bien des applications n'offrent pas. Notamment, on pense au transport adapté, mais également, les services de taxi ont des voies réservées. Les services de taxi ont des stationnements réservés dans la voie publique. C'est des rues qui sont publiques. Ont également des espaces réservés dans les lieux publics, les hôpitaux notamment. Donc, ils sont là pour rester. Est-ce qu'il est possible de coopérer avec l'industrie du taxi? Absolument. C'est ce qu'on aspire faire éventuellement, c'est d'allier les deux offres qui ne sont pas mutuellement exclusives. Il faut comprendre qu'on doit laisser le choix aux consommateurs de décider parce qu'au moment où on se parle, le taxi est excessivement dispendieux pour faire une espèce de stéréotype. L'étudiant un peu défavorisé là, qui travaille peut-être 5-10 heures par semaine ne peut se payer les services de taxi s'il veut aller un peu plus loin que l'offre du transport en commun. Donc, absolument, et nous, on espère pouvoir coopérer avec les services de taxi à l'avenir pour peut-être les intégrer à notre offre ou nous s'intégrer à leur offre et vice-versa.
Donc, pour vous, c'est ce que d'autres États ou d'autres, je sais qu'il y a des chauffeurs qui utilisent nos technologies. Donc, vous leur dites, nous, on va être partenaire avec vous, que vous ayez votre application mobile à vous, ou le taxi traditionnel où je peux être ailé ou dans un stand spécifique réservé à eux, d'avoir l'application à vous, le partage des deux, c'est quelque chose qui serait viable. L'idée, en fait, c'est fort simple, c'est de permettre aux passagers, lorsqu'ils commandent une course, c'est d'aller sur l'application, de sélectionner, on s'est dit que c'est pas à Québec, de sélectionner l'adresse, de prendre l'adresse, et ensuite d'avoir deux options. D'avoir l'option Eva, puis l'option taxi. Parce que, mine de rien, parfois, il y a plus de taxis qu'il y a de véhicules privés, ou à l'inverse. Donc, l'idée, ça serait de prioriser même parfois l'offre du taxi, c'est sûr, au tarif du taxi, et puis de permettre à l'utilisateur de choisir entre le temps ou l'argent. On nous dit pour certains, encore une fois, que c'est impossible de combattre ces grands joueurs mondiaux. Du dumping qu'on a parlé, prix plancher, prix plafond. Vous voyez ça comment? Est-ce qu'on devrait être plus sévère, à savoir, est-ce qu'on laisse la libre concurrence? Mon opinion, vous la savez là-dessus, je pense que tout le monde la connaît, à savoir qu'on ait 4 applications, que le coût soit plus cher, moins cher, selon le temps où on va recevoir un taxi ou un autre véhicule. Je pense que c'est à moi de choisir. Mais il reste que pour certains, on l'a mentionné, il y en a qui sont craintifs, là, à savoir que si on ne peut pas battre les gros, mais le dumping, c'est d'avoir un prix plancher dans des situations où vous ne pourrez pas combattre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En théorie, le dumping est quelque chose qui est une menace réelle. En pratique, il l'est beaucoup moins. Il faut se mettre à l'évidence que c'est un peu comme l'arme nucléaire. Donc, certes, c'est un peu comme l'arme nucléaire. Certes, il fait très peur, mais il n'a pas été utilisé souvent. Donc, nous, on pense que d'avoir une multitude de services, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une compétition plus saine, même entre les grands joueurs et les plus petits joueurs. Là, nous avons deux choix à prendre comme société. Ou alors, on continue avec les projets pilotes. Et ça, les projets pilotes, c'est dangereux parce qu'on octroie un monopole de facto à une entreprise en particulier. Ou alors, on décide de permettre à l'innovation d'ici, à des entreprises d'ici, à des peut-être Théo Taxi ou peu importe, de faire leur place sur ce marché-là ou d'intégrer les deux offres, c'est-à-dire l'offre ouverte, qui est le covoiturage commercial, ou l'offre fermée, qui est les services de taxi. Donc, certainement, un marché plus libéralisé, tout de même encadré, pose peut-être des craintes pour certains joueurs indépendamment de leur modèle d'affaires, mais ensuite, il faut faire confiance aux entrepreneurs avec leur modèle d'affaires respectif. Sans quoi, on va se stagner avec 2-3 entreprises qui auront un quasi-monopole sur la mobilité au Québec. Dernière petite question avant de passer la parole à mes collègues. Êtes-vous prêt à partager vos données? On a parlé beaucoup de données, de changements de comportement, d'être capable de travailler avec les sociétés de transport. Pour nous, il sera important d'être capable d'épauler, d'étudier, puis d'être capable de savoir, les données nominatives, on en convient, là, mais d'être capable de travailler. Et changer ses comportements, c'est de travailler nécessairement avec les grands joueurs pour être capable de modifier ses comportements et de s'assurer, encore une fois, d'amener les gens à délaisser l'auto dans une certaine mesure, et peut-être, surtout pour Montréal, utiliser le transport en commun quand il se peut. Là-dessus, avez-vous une ouverture? Madame la Présidente, cette question me remplit de joie et de bonheur parce que c'est en fait le fondement même de notre technologie qui ne nous laisse pas le choix que de partager les données. Avec la technologie décentralisée basée sur la chaîne de blocs, la dite blockchain, nos données d'intérêt public, c'est-à-dire le nombre de courses, le nombre de kilomètres, le nombre de minutes qui a été parcouru, ces données-là sont publiques. Là, avec les technicalités, il faut pénétrer par un bloc explorer, donc un explorateur de blocs. Mais grosso modo, ces données-là sont publiques en tout temps. Donc, même si l'entreprise décide de jouer au voyou et de la coopérative dans 10 ans veut farder certaines données, bien, ces données-là, elles sont, peu importe qu'est-ce qu'il advient, elles sont publiques. Donc, c'est la beauté de la décentralisation. Je ne vais pas trop en parler, mais grosso modo, c'est une base de données qui est distribuée et qui permet à tous d'avoir accès aux données d'intérêt public et non pas aux données d'utilisation personnelle. Monsieur le député de Beauharnois. Oui, merci beaucoup. Madame la Présidente. Vous avez 5 minutes 20. Parfait. OK, merci. Au revoir. Rapidement, vous êtes chef d'orchestre opérationnel de EVA, c'est bien ça.
Rapidement, Eva, c'est quoi? Combien de membres? Est-ce que c'est une donnée qui est publique ou combien de membres avez-vous? C'est une coop, c'est bien ça? C'est une coopérative. Oui. Présentement, on est en lancement progressif sur le territoire de Montréal. Combien de membres on a de conducteurs? On doit en avoir peut-être 300 ou 400. Je pense qu'on approche le 400. Écoutez, je regarde plus le temps les bases de données. En termes de membres passagers, on est à plus de 6 000, 5 000, 6 000. Et on va annoncer le lancement prochainement, donc le lancement public officiel. Donc oui, c'est une coopérative et tous ces gens-là sont membres. Donc, du moment qu'ils téléchargent l'application, qu'ils se créent un compte, ils deviennent automatiquement membres et leurs faits de membres sont soutirés à travers 20 transactions. Le territoire desservi, le Québec, Montréal seulement? Montréal seulement, par contrainte logistique. On est une jeune pousse, donc on ne peut pas avoir 3 bureaux partout. J'aimerais bien. Mais présentement, juste Montréal, éventuellement Québec, qui est un lieu extraordinaire, et puis Gatineau, comme le permet le projet pilote. Et éventuellement, si le projet de loi 17 devient loi, on pourra peut-être rêver des régions également. Ce matin, on a entendu parler de courses partagées, où il est possible pour un même taxi de prendre plusieurs personnes sur la même route. Comment percevez-vous ça? Comment est-ce que vous percevez ce concept-là dans le cadre de EVA? C'est quelque chose qui est envisageable. Comment vous voyez ça? C'est un concept qui est super intéressant parce qu'en fait, il permet d'optimiser les ressources pour les usagers et les chauffeurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je le mentionnais par rapport aux redevances, qu'il faut faire en sorte que la redevance devienne un incitatif pour l'usager d'utiliser la course partagée. Parce que la course partagée, en fait, elle optimise l'utilisation du véhicule à sa capacité maximale si on va jusqu'à, par exemple, 4 usagers. Et en fait, ça fait en sorte que tous puissent prendre partie, en fait, à la course. Et donc, ça permet aux gens de s'organiser. Parfois, il va y avoir 2 passagers dans un véhicule. Parfois, il va y en avoir 3. Cette réalité qui semble loin de nous est présentement en opération dans plusieurs villes nord-américaines. On présente Chicago, Austin, San Francisco, en Amérique. Donc, ces villes-là ont l'option des courses partagées, ce qui fait en sorte que les gens, partant d'une région qui sont sur la trajectoire de la course, peuvent embarquer toujours avec le consentement des usagers déjà dans le véhicule. Donc, c'est excessivement intéressant. C'est vraiment l'alliance parfaite entre le covoiturage plus traditionnel et le covoiturage commercial. Parfait. Bourget. Question très pratique. Quelle est votre capacité, quelle est la capacité de votre modèle d'affaires plutôt à réagir aux grands événements versus fournir un service dans des quartiers moins populeux? Ça peut être, de façon très pratique et égoïste de ma part, entre la ville de Montréal et l'est de Montréal, par exemple. C'est une question qui est super intéressante, qui nous a souvent été posée en raison, notamment, lorsqu'on discutait des quotas de territoire là, pour les services de taxi. Il est possible, pensons par exemple, dans 1 an ou 2, de dire, bien, écoutez, on n'a pas une offre assez complète dans un territoire donné, qui serait dans votre exemple, Madame la Présidente, l'Est de Montréal. Il serait possible, dans cet exemple-là, de dire que la coopérative, parce qu'il y a une demande assez forte, par exemple, puisse donner une récompense horaire ou peu importe, un salaire horaire ou peu importe, aux conducteurs, aux membres conducteurs qui sont présents sur le territoire pour desservir l'offre. Mais bien évidemment, s'il y a une demande, en général, dans ce type d'écosystème-là, l'offre suit également. Donc, c'est très rare qu'il y ait une forte demande et il n'y ait aucune offre. Donc, les deux vont de pair. Mais bien évidemment, il existe plusieurs incitatifs à l'interne comme entreprise. Et ça, je pense qu'il faut laisser ça aux entreprises de décider quelle stratégie elles veulent utiliser. On pourrait, par exemple, dire que ceux qui sont connectés entre telle heure et telle heure dans l'Est de Montréal, au lieu d'avoir 85 bien, ils ont 95 de la course. Donc, ça pourrait inciter des conducteurs à dire, bien, je préfère avoir plus de temps d'attente, mais avoir un revenu plus substantiellement élevé. Madame la députée de La Violette-Saint-Maurice, vous n'avez que 40 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis un peu curieuse à savoir, est-ce que toute votre clientèle paie par monnaie fiat ou par cryptomanie? Et à ce moment-là, c'est de la clientèle, j'imagine, qui est quand même relativement jeune. Et vous parlez d'un échange possible avec le taxi traditionnel, conventionnel. Comment vous voyez ça? En fait, Madame la Présidente,
comment fonctionne notre système? C'est tous les paiements se font par carte de crédit conventionnelle. Ce qui fait partie de la blockchain dans notre écosystème, c'est vraiment la base de données qui est les distribuer. Donc, tout notre système est décentralisé, mais le mode de paiement se fait par un tiers partie de paiement qui s'intègre à l'application. Et donc, les gens payent en carte de crédit, en monnaie dite fiat. Je dois vous couper la parole pour passer du côté de l'opposition officielle avec le député de la Pinière qui a sûrement plusieurs questions. Oui, ça sans aucun doute. Alors, bienvenue. Est-ce qu'on dit Isoufi ou Isoufi? Isoufi? Oui. Je ne veux pas déformer votre nom. Vous avez compris que le ministre vous aime beaucoup. Je le comprends. Vous êtes très enthousiaste. C'est très rafraîchissant. Pas que les autres n'étaient pas rafraîchissants, mais ça fait un angle différent aujourd'hui. 2, 3 questions techniques au départ. Vous allez voir où je vais aller. Là, c'est pas compliqué. Vous existez depuis 2017? Vous opérez depuis 2017? Non. L'entité légale a été créée à décembre 2017, donc on a commencé à travailler vraiment sérieusement en 2018. Bon, vous avez dit quelques centaines de chauffeurs? Oui. Vous faites combien de courses dans une année, là, à date? Là? En fait, le lancement progressif a été amorcé depuis exactement 2 semaines. Donc, puis on n'a fait aucune médiatisation ni commercialisation. Ouais. Donc, on parle d'une dizaine de courses, vingtaine de courses. On est vraiment là. En fait, ce qu'on appelle dans le jargon de la technologie, on rode notre technologie, c'est-à-dire on teste ses fonctionnalités. Je comprends. Étiez-vous là quand j'ai fait mon éditorial philosophique sur la concurrence? Non, je l'ai Alors, manqué, pas, malheureusement. je vais le faire. Écoutez-moi pas, mais je le fais pour mes collègues. J'allais dire à mes collègues que le seul modèle économique par lequel on va chercher le prix le plus bas, c'est dans le modèle coopératif, surtout quand le modèle coopératif va de la production du service jusqu'au dispensateur. Alors, vous, quand on a toute la chaîne de l'événement économique, parce que dans le modèle coopératif, à chaque étape, vous recherchez le prix le plus bas possible. Vous n'êtes pas à la recherche du profit, vous êtes à la recherche du prix le plus bas, ce qui est l'essence du modèle coopératif. Alors ça va chercher le prix le plus bas. Je dis ça parce que peut-être que sur l'échiquier politique, on n'est pas à la même place. Bien, je pense qu'à Québec, sur les dents, on me comprend. Là. Alors, c'est un moment philosophique, là. Alors, ça m'amène maintenant à mes questions qui sont plus précises, là. Il y a un élément... Vous, là, je comprends votre titre, là, mais sur le plan technologique, faites-vous partie des programmeurs? Avez-vous cette connaissance-là ou vous êtes juste dans l'organisation? J'ai les connaissances théoriques, mais les connaissances pratiques sont détenues par le cofondateur, mon camarade Raphaël Godreau, qui, lui, est chef d'orchestre logiciel de EVA. Pas ici, malheureusement. Non, qui est pour un congrès sur la technologie en Virginie. Non, mais c'est pas une critique, là. C'est que s'il avait été ici et qu'il était gêné, on lui aurait dit de venir. On est parlable. Mais peut-être que vous allez avoir des réponses à mes questions. Vous savez, la technologie blockchain, par définition, là, c'est fait pour être opaque. Ce n'est pas fait pour être transparent. Le blockchain, par définition, exige un décryptage. Alors, le blockchain, là, si vous me dites que tout ça, c'est ouvert à l'univers, c'est impossible. Alors, vous décidez que votre technologie, à moins que vous la construisiez, à moins que vous libériez les clés, là, parce que c'est de l'encryptage, les blockchains, c'est fait pour que la personne qui a son numéro de compte, là, pour simplifier, puisse facilement décoder son affaire. Puis même décoder, désencrypter, c'est pas simple. Alors, si vous me dites que c'est ouvert à tout le monde, c'est parce que il y a comme une opération. Votre technologie blockchain garantit la pérennité et la stabilité de la donnée. Ça, je suis d'accord. Mais qu'elle soit visible à tout le monde, ça, c'est parce que vous faites une opération particulière. Ça m'amène à des questions très techniques. Peut-être que vous n'avez pas les réponses, mais j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus. Si c'est possible, si c'est pas possible, je vous en tiens pas rigueur. Là, je comprends très bien. C'est pour ça que je vous posais la question sur ce que vous faisiez exactement. Vous avez montré votre téléphone tantôt, puis vous donnez comme option à votre clientèle de vous utiliser ou d'utiliser les autres. Vous avez comme laissé entendre que votre application vous permet de voir les autres. Je pense que ça se peut pas, là, mais pouvez-vous me préciser ça? En fait, l'exemple que j'ai témoigné précédemment était celui, si jamais les services de taxi veulent coopérer avec nous, on les intègre à notre offre et donc, eux conduisent leur taxi avec leur taximètre et leur engin et ensuite, ils ont un compte sur le système EVA, mais un compte taxi sur le système EVA. Et donc, peuvent accepter ou décliner des courses au tarif taxi.
OK. Donc, est-ce que ça va aussi loin dans votre application que vous voyez la géolocalisation des autres, les taxis, pour prendre cet exemple-là? Donc, vous avez une plateforme qui permet de voir la géolocalisation de tout. Admettons que tout le monde s'en va sur votre plateforme. Il serait possible de voir la géolocalisation de Uber, de Lyft, de vous, de whoever là, qui arriverait sur le marché. C'est comme ça que vous voyez ça? Je doute que Uber et Lyft veuillent s'intégrer à notre application, mais si jamais... Je comprends, là, mais admettons, ma question, c'est votre technologie fait ça. Oui, donc on voit en fait les conducteurs en temps réel, seulement les conducteurs. Oui, c'est ça ma question. Ouais. Les conducteurs. Ouais. Mais là, il faut que l'autre accepte de se rendre visible à vous. Absolument. Vous acceptez de vous rendre visible à eux. Vous accepteriez? En tant que conducteur? Non. Oui, en tant que conducteur, je m'excuse. En tant que conducteur, oui. Bien, absolument, parce qu'il faut que le passager, l'usager, avant de commencer... Correct. Je veux explorer la partie technique. Parfait. C'est sûr que ça fait des réponses un petit peu binaires, là, mais c'est tellement approprié pour la technologie. C'est vrai. Alors, comment, sur quel format? Parce que si vous êtes blockchain, là, j'insiste là-dessus, là, l'autre qui est en face ne peut pas vous décoder. Ça fait qu'il faut qu'il y ait une opération pour vous rendre visible à d'autres. Alors, c'est quoi le format de la transmission de votre donnée? Vous êtes chauffeur, vous êtes assis dans votre véhicule au moment où on se parle, vous avez baissé la fenêtre, vous nous parlez. Alors, votre donnée qui est émise sur le marché, elle est émise dans un format qui est lequel? Il ne peut pas être blockchain, les autres ne vous verront pas. Tout d'abord, Madame la Présidente, j'apprécie excessivement le charme philosophique du député de Lapinière parce que, en fait, j'aborde également mes discours un peu dans ce sens-là. Je vais aborder d'abord la première question, comment notre technologie de la chaîne de blocs il est constituée. Et je vais prendre l'exemple du Bitcoin, qui n'est pas le meilleur exemple, certes, mais qui peut aider à comprendre. Le Bitcoin, avec la blockchain du Bitcoin, on peut savoir le nombre de transactions, le montant de ces transactions-là, mais on ne saura jamais qui a fait les transactions et d'où est parti l'argent et où est atterri l'argent. Je vais vous dire pourquoi c'est pas pour être impoli, c'est parce que nous, on a le bonheur, c'est ironique, d'avoir peu de temps. Alors, ça achève, là, moi. Là. Puis je veux vraiment comprendre l'élément technologique. Je comprends ce que vous me dites, puis je comprends votre finalité. Elle est intéressante, je vais vous dire, là. Vous abordez de façon globale toutes les possibilités en termes d'analyse de données pour offrir le meilleur service, puis je comprends, puis c'est intéressant vraiment ce que vous nous dites. Mais arrive la question, qui est celle que je pose, qui est, moi, là, je veux vous voir moi, je suis la commission de transport de Montréal, mettons. Puis moi, je veux voir en temps réel, c'est parce que c'est ce que je souhaite, là, je fais un jeu de rôle, là, je veux voir en temps réel ce qui se passe sur l'île de Montréal. Ça fait que moi, j'aimerais bien ça voir en temps réel sur 5 km² ou 4 km², c'est plus simple à comprendre, combien il y a d'autos. Alors, idéalement, je voudrais savoir combien il y a de taxis réguliers, combien d'Uber, combien de Lyft, combien d'Eva, et ainsi de suite. À ce moment-là, moi, il faut que je puisse recevoir un signal qui me dit où je suis géolocalisé. Je suis qui? Moi, ça ne m'intéresse même pas de savoir le nom, origine, destination, mais il faut que je vous voie. C'est quoi le format au sens technologique du terme qui va me permettre de vous voir? Ça, il faut que ce soit en quelque part relativement standard. Les autres données sont dans votre blockchain. Ça, c'est pas un problème. Il y a deux options. Pour vous voir, c'est quoi votre format? Parce que comme vous êtes blockchain, vous devez avoir une opération pour transformer votre donnée en données informatiquement visibles. En fait, comment on fonctionne, nous, c'est par encryption asymétrique, ce n'est pas de la simple encryption unidirectionnelle. C'est-à-dire, on a un contrat intelligent qui est une série de lignes de code qui définit l'entente contractuelle entre les usagers et les passagers. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est le téléphone qui agit comme le serveur principal. C'est celui qui encrypte vos informations personnelles. Or, lorsqu'il y a une mise en connexion entre le passager et le conducteur, les deux se connectent, il y a un partage d'informations, donc bidirectionnel, pour permettre l'identification des réseaux de sécurité et ainsi de suite, et la transaction, bien évidemment. Et lorsque le passager arrive à destination, que la course est confirmée et finalisée, le tout se détache et l'un ou l'autre n'a plus accès à l'information du précédent. Pour ce qui est de la géolocalisation des membres passagers, il est impossible de pouvoir les localiser. Pour ce qui est de la localisation des membres conducteurs, comment l'application est faite pour le moment, l'ensemble des membres conducteurs sont visibles sur l'application. Donc, nul besoin d'aller dans notre base de données décentralisée par l'explorateur de blocs pour y avoir accès. Il suffit au bureau de Taxi de Montréal, par exemple, d'ouvrir l'application, de regarder où sont les véhicules et de les voir en temps réel se déplacer. Nous, par exemple, on pourrait éventuellement, si dans 5 mois,
on trouve, par exemple, que le bureau du taxi de Montréal est très achalant, par exemple. Ce n'est pas le cas, on travaille très bien avec eux. Mais si jamais, on pourrait dire, bien, on va, de manière aléatoire, retirer certains véhicules sur la carte publique, mais qui vont toujours être dans notre base de données décentralisée, et ce, à jamais, de manière immuable. Donc, nous, c'est vraiment, en fait, une application traditionnelle, comment ça fonctionne, c'est l'application, les serveurs. Nous, c'est un contrat intelligent, la blockchain, la chaîne de blocs, et le serveur, le téléphone de la personne, qui, en fait, agit comme la clé privée. Et donc, quand il y a une connexion entre les deux, c'est vraiment de l'encryption asymétrique qui se produit. Et donc, on ne partage pas les clés des gens. Donc, vous êtes toujours dans un environnement de blockchain. Ça veut dire que moi, là, si je suis un adepte d'un autre format, mettons Uber, si je suis un adepte d'eux autres ou d'un Lyft, parce qu'un jour Lyft va arriver, ou le taxi, qui eux autres ont leur application aussi, sur mon téléphone, là, il faut que je sois blockchainé, pour, entre guillemets, que tout le monde se comprenne, en même temps que d'utiliser les autres applications qui, elles, sont pas mal straightforward, là. En fait, non. Peut-être que je me suis mal exprimé. L'application, malgré qu'elle soit entièrement décentralisée, de la photo de profil jusqu'à l'information comme votre prénom et votre nom, fonctionne comme toute autre application. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une clé privée. On vous dit c'est quoi votre clé privée, mais vous n'avez pas besoin de créer un compte une clé privée. Dans le fond, vous insérez votre numéro de téléphone, et votre numéro de téléphone sert un peu de synonyme à votre clé privée. Pour ce qui est de l'encryption asymétrique, c'est que chaque compte a une clé privée et une clé publique. La clé publique, c'est ce qui sert à se connecter et à partager l'information. La clé privée, c'est ce qui store, c'est ce qui range les données d'utilisation personnelle. Donc, l'application, je veux dire, sur les téléphones, bien des usagers, des membres passagers d'EVA ont également Uber, ont également l'application de taxi coop, et fonctionnent avec les trois indépendamment de la période de la journée. Là, je vais vous poser une question probablement pour laquelle vous n'aurez pas de réponse parce que vous commencez à opérer. Mais dans votre modèle, là, j'imagine que vos chauffeurs ne font pas vœu de pauvreté, là. Est-ce que c'est rentable pour eux autres? Est-ce que vous avez des chauffeurs qui vivent de ça ou c'est un revenu d'appoint? On a des membres conducteurs qui, étonnamment, malgré nos débuts, sont temps plein avec EVA ou temps partiel, mais seulement avec EVA pour des raisons de choix personnels. Donc, oui, il y en a. Alors, donc, il y en a beaucoup, il y en a peu? Ah, écoutez, je ne les connais pas tous, mais je connais les réguliers parce que ça m'arrive d'embarquer avec eux. Donc, il y en a quelques-uns, mais je ne pourrais pas vous dire exactement un chiffre exact. On ne prend pas cette information-là sur nos membres. Pardon? On ne prend pas cette information spécifique-là sur nos membres, à savoir est-ce qu'ils font ça à temps plein, temps partiel. Ce sont des travailleurs autonomes, donc qui sont libres de le faire. OK, donc vous n'avez pas cette information-là. OK, parce que vous avez certainement étonné tous les gens qui sont présents dans la pièce et ceux qui nous écoutent quand vous avez dit que, là, si j'ai bien pris ma note, là, vous dites que vous ne voyez pas de dumping. Ça, je peux comprendre ça de gens qui sont dans le modèle coopératif, parce que normalement, c'est une philosophie qui est moins à but lucratif, mais que vous ne voyez pas du tout de dumping grâce à votre modèle. Là, je suis très étonné. Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez ça, là. En fait, ce que je dis, la concurrence pourrait commencer à effectuer du dumping. Pardon? La concurrence pourrait commencer à effectuer du dumping, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière régulière et qui se fait de manière récurrente. Prenons par exemple Austin au Texas. Il y a une... Je parle du Québec, là. Oui, mais on parle du covoiturage où, par exemple, il y a eu plusieurs concurrents dans une ville donnée et les applications, par exemple Lyft ou Uber, oui, certes, ils sont toujours en compétition, mais n'ont pas fait 2 ans de tarifs gratuits ou sinon, ce n'est pas viable à la fin. Je vous soumets ceci, puis vous me direz si je me trompe ou non, là. Je vous ai posé des questions technologiques, là, je vais finir avec des questions philosophiques. J'ai l'impression que vous faites souvent, parce que vous utilisez l'expression, un parallèle avec le covoiturage. Puis vous m'apparaissez, vous dites que vous avez dit ça, c'est l'expression que vous avez utilisée, je pense, à un moment donné, du covoiturage coopératif. Moi, l'individu qui fait du covoiturage Montréal-Québec à 20 $ la course, c'est correct, là, je n'ai pas de problème avec ça, mais cette personne-là ne gagne pas sa vie avec ça. Ça me donne l'impression que quand vous dites qu'il n'y a pas de dumping, c'est parce que vous êtes peut-être des gens qui sont dans un modèle opérationnel qui se satisfait de ça parce qu'il y a d'autres choses à côté. Le covoiturage coopératif, si on fait le parallèle avec le covoiturage comme tel,
c'est un environnement coopératif dans lequel la finalité n'est pas de gagner sa vie d'une façon à grand succès, on va dire. Je vous dis pas que c'est pas bon, là. C'est pas ça que je dis du tout, là. Mais est-ce que je me trompe quand je vous lis comme ça? Tout d'abord, Madame la Présidente, peut-être que je me suis fourvoyé. Lorsque j'ai fait peut-être référence au covoiturage coopératif, c'était bien évidemment le covoiturage commercial avec notre modèle qui est coopératif. Lorsque j'entends covoiturage commercial, c'est que la définition actuelle au Québec, elle est trop longue. C'est du transport de personnes rémunérées par application mobile. Donc, j'utilise covoiturage commercial. Sauf que s'il est à but lucratif, qu'il le soit, mais même dans un environnement coopératif, et que vous ne voyez pas de dumping, ça veut dire que vous êtes satisfait du niveau de rémunération que ceux qui considèrent qu'ils font du dumping font. Ça, c'est là où c'est là où je vois la satisfaction quand on est dans un modèle coopératif versus ceux qui ne le sont pas. Je suis étonné de ça. En fait, c'est que notre modèle fait en sorte que notre offre peut croître indépendamment des incitatifs que l'on fait. Donc, si jamais on remarque, par exemple, que les membres conducteurs d'EVA... Excusez-moi, je dois vous couper la parole. On va pouvoir en parler par après. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, maintenant, je passe la parole à la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, monsieur. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'il y a le covoiturage. C'est vrai qu'on pense que ça, c'est du covoiturage, mais ça ne l'est pas, du covoiturage commercial. C'est pas comme si moi, je me déplace, je m'en vais à une place que j'y allais de toute façon seule. Là, j'embarque quelqu'un. Ça, c'est du covoiturage, mais c'est pas du covoiturage, ce que vous faites. C'est là que vous ajoutez commercial, mais ça crée beaucoup de confusion. C'est ça. Donc, vous présentez comme une coopérative avec un mode de gestion coopérative, démocratique, et ça, c'est très bien. Puis vous voulez être, dans le fond, un bon citoyen corporatif. Pour vous, c'est important d'être un bon citoyen corporatif et tout ça. Puis, qu'est-ce que vous pensez, parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps, là, j'ai encore moins, là, même pas 4 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de Uber, de l'arrivée d'Uber? Est-ce qu'elle vous fait peur ou pas du tout? Vous dites, peut-être comme le ministre, que le meilleur gagne, ça ajoute beaucoup d'offres et vous croyez en votre produit, puis vous êtes sûr que vous allez tirer votre épingle du jeu avec le projet de loi. C'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à mes émotions. Est-ce que j'ai peur de Uber ou pas? Tout d'abord, Uber était là bien avant que Eva naisse et arrive au monde. Alors qu'Eva commence à marcher depuis quelques semaines, je n'ai pas de crainte et nous n'avons pas de crainte. Bien évidemment, c'est de la concurrence, donc on essaie d'offrir un service, une expérience d'utilisation qui est supérieure, cela va de soi, mais il n'y a pas de crainte à proprement dit à ce niveau-là. Vous pouvez cohabiter avec ces joueurs-là, les nouveaux joueurs qui vont arriver, vous pouvez cohabiter avec eux. En fait, je préfère... avec votre modèle d'affaires. Oui, je préfère un parallèle. Uber est l'espèce de gros requin, nous on est le petit poisson qui mange le restant de la bouffe. D'habitude, le requin mange les petits poissons. Ben, on est celui qui se tient juste derrière. Puis... OK, donc vous êtes plein d'espoir, c'est le fun de la jeunesse. Puis par rapport à la cohabitation avec les taxis traditionnels, est-ce que le projet de loi actuel tel qu'il est permet que les taxis traditionnels survivent? Ça, c'est un. Puis vous voyez un rôle là-dedans pour qu'ils puissent survivre? Avec le projet de loi actuel, ou est-ce qu'il y aurait des choses à changer dans le projet de loi pour permettre cette cohabitation-là, pour que le taxi traditionnel survive? Parce qu'eux, ils ont l'impression, en enlevant les permis, en fait, moi, c'est ce que je crois aussi, leur avenir n'est plus assuré parce que ça sera plus rentable. C'est une question super intéressante. Je ne pense pas que le projet de loi est parfait. Je vais même proposer une modification. Vous en parlez des modifications que vous voulez en peu de temps, vu qu'on n'a pas votre mémoire. Je vais soumettre le mémoire. Vraiment désolé du retard pour ça à ce niveau-là. Tout d'abord, je tiens à exprimer que la position d'Eva est... On s'exprime en solidarité et en sollicitude envers les services de taxi. On veut certainement, comme j'ai mentionné, coopérer, les intégrer même à notre application. Le projet de loi actuel va assurer leur survie, c'est ce que vous pensez? Ou... S'il décide également de prendre en main certains éléments comme l'intégration d'applications technologiques qui devient de plus en plus populaire, qui décide également de pouvoir s'allier entre différentes compagnies coopératives et ainsi de suite. Nous, c'est certain que vous parlez, par le truchement de la présidente, à une personne qui est convaincue du modèle coopératif, qui est convaincue que la chaîne de blocs qui protège les données, parce que les données sont le pétrole du 21e siècle, est essentielle. Donc moi, c'est sûr que je pense que mon modèle est le mieux
pour pouvoir cohabiter ensemble. Après, peut-être trouveront-ils une application pan-canadienne seulement pour les taxis et leur survie sera assurée à jamais. Présentement, les services de taxi assurent près de 40 millions de courses annuellement. Je ne pense pas que c'est demain que ça va disparaître, à moins que... Après-demain? Après-demain, on va avoir une vision un peu plus à long terme. Après-demain, les véhicules autonomes vont se démocratiser, donc je pense qu'on va avoir plusieurs réflexions intéressantes à réavoir peut-être dans cette chambre-ci dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Mais je pense que le projet de loi n'éradique pas les services de taxi. Bien évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir des compromis à faire, il va y avoir des ajustements à faire. Le projet de loi n'est pas parfait. Je dois passer la parole au député des Îles-de-la-Madeleine. Je vous coupe dans vos pensées, mais c'est la loi, c'est le règlement. Merci, Madame la Présidente. Moi, je suis très, très sympathique au modèle coopératif. Dans des régions comme celle que j'habite, habituellement, la coopérative, elle est mise en place pour offrir un service qui ne serait pas rentable s'il était offert par une entreprise privée. Et l'avantage pour les coopérateurs, c'est de créer de l'emploi, d'offrir un service et, si tout va bien, d'avoir une petite ristourne. Est-ce que, puis évidemment, on paye une part sociale. Est-ce que les chauffeurs, les clients ont une part sociale à payer pour adhérer à EVA? Vous me dites que oui. Maintenant, quels sont les avantages, puisqu'il y a déjà un service qui va être ouvert, libéralisé? Quel est l'attrait tant pour le client que pour le chauffeur? Est-ce que c'est philosophique? Est-ce que c'est pécuniaire? Est-ce que c'est le service? Cela dépend de la personne, mais vous m'enlevez les mots de la bouche lorsque vous parlez de Madame la Présidente, le député des Îles-de-la-Madeleine m'enlève les mots de la bouche lorsqu'il parle des ristournes, puisque les ristournes peuvent être distribuées et aux membres conducteurs et aux membres passagers. Donc, un utilisateur, un usager qui décide d'utiliser EVA, à la fin de l'année, si l'année est vraiment lucrative et que tout Montréal et Québec et les régions décident d'utiliser EVA, ce qui serait vraiment plaisant, bien, toutes ces personnes-là vont pouvoir bénéficier d'une ristourne. N'est-ce pas incroyable, Madame la Présidente? Donc, le modèle d'affaires repose sur l'objectif d'aller dégager un profit collectif qui sera redistribué entre les chauffeurs et les clients. C'est une coopérative de solidarité à but lucratif qui place le membre au centre de ses intérêts. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez maintenant dans l'opération de tout ça, de la volonté de certains d'exiger une formation de base ou peut-être même davantage pour desservir la clientèle aux besoins particuliers? Est-ce que les chauffeurs qui décident de le faire, ce que j'ai compris dans votre réponse, c'est qu'il y avait peut-être une majorité de chauffeurs qui le feraient plutôt comme revenu d'appoint que pour gagner leur vie? Vous êtes d'accord avec l'idée de resserrer la loi, les articles de loi, une formation plus importante? L'inspection des voitures, par exemple, est-ce que vous en êtes? Écoutez, bien des personnes critiquent notre discours comme étant une thèse libertarienne contre le pouvoir régalien de l'État, et ce n'est vraiment pas le cas. Notre discours favorise une réglementation plus serrée, parfois même du covoiturage commercial, mais qui soit sensée et évidemment une formation, par exemple, exigible de, disons, 7 heures, comme c'est le cas pour les services de taxi à Lévis, peut tout à fait être acceptée et acceptable, même pour ceux qui font un revenu d'appoint peut-être 1 heure par mois. Est-ce que je me trompe ou si votre modèle d'affaires, vous avez parlé des gros poissons, des petits poissons, ça prend beaucoup de nourriture pour ça, donc un gros volume, ça ne peut fonctionner que dans les grandes villes à grand volume? Parce que vous rêvez, vous semblez dire que vous rêviez de pouvoir faire certaines de vos partitions dans les régions, mais est-ce que c'est réaliste de penser que ça peut déborder les grandes villes? S'il n'y a pas de gros poissons, est-ce que les petits poissons comme vous peuvent exister? Les petits poissons comme nous sont très futiles et rapides. Donc, absolument, nous, si ça n'avait pas été des projets pilotes, on serait allé en région d'abord pour développer notre écosystème, le peaufiner, l'améliorer avec les membres. Bien évidemment, c'était impossible, mais absolument, on parle des régions, mais il y a des villes qui sont excessivement populeuses comme Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Sherbrooke, Saguenay. Donc, ces villes-là, qui présentement ne bénéficient pas du service du covoiturage commercial, auraient tout intérêt à avoir ce service-là parce que c'est un service qui ne coûte rien à la municipalité, qui ne coûte rien au public. En plus, le public y gagne avec les redevances éventuelles. Merci. Transport collectif, transport pour services adaptés, vous êtes là ou vous n'y êtes pas? Nous, bien évidemment, on démarre, mais c'est quelque chose qui peut se faire à travers l'application, de sélectionner les véhicules qui sont adaptés, les conducteurs qui suivent une formation et ensuite de les mettre en contact avec les personnes à mobilité réduite, peu importe. C'est quelque chose qui se fait même pour le transport médical. La technologie n'a pas de limite. Alors, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si c'est votre première expérience devant une commission parlementaire, mais bravo. Nous allons suspendre quelques instants.